Donc, bonjour à tous. Donc, moi, je suis Lola Laurent et je suis avec Orit Coutts. Et on est là pour vous parler d'Open Knowledge. Et on travaille toutes les deux dans une structure qui s'appelle EdFab. Déjà, est-ce que vous connaissez EdFab? Pas du tout. C'est à la Plaine Saint-Denis, ouais. On a une bonne réponse au fond. Effectivement, on fait pas mal d'événements. En fait, on est une structure qui dépend de Cap Digital, qui est le pôle de compétitivité de l'Île-de-France et qui est une association qui vise à promouvoir l'innovation pour les entreprises, les associations et les structures publiques. Donc, quand on est une entreprise ou une asso, on adhère à Cap Digital et on bénéficie d'un portefeuille de services d'accompagnement à la R&D, au développement de l'innovation, au financement, ou alors du conseil en marketing, design, ce genre de choses. Et il y a à peu près un an, Cap Digital a décidé de lancer une nouvelle expérimentation qui s'appelle EdFab et qui se matérialise d'abord par un lieu qui se trouve effectivement à Saint-Denis, dans la Maison des Sciences de l'Homme, qui est un premier bâtiment du campus Condorcet. Et dans ce lieu, en fait, on a à disposition du matériel, des salles de classe, pour venir expérimenter des innovations dans le domaine de l'éducation et de la formation. Donc avec EdFab, en fait, Cap Digital vient créer un lieu pour promouvoir l'innovation dans le secteur de la formation, de l'éducation et de la transformation des métiers. Donc le but avec ce lieu, c'est de permettre aux acteurs de ce secteur ou alors à des acteurs de tout secteur de pouvoir venir se rencontrer, apprendre et expérimenter les dernières innovations dans le domaine de l'éducation et de la formation. Et c'est donc effectivement par le biais d'EdFab qu'on travaille avec beaucoup d'acteurs de l'Open Knowledge. Tu peux passer... Je passe au suivant. Ouais. Donc, avec EdFab, on va traiter un périmètre qui est assez large et qui va à la fois toucher les acteurs de la formation initiale, donc du lycée jusqu'au supérieur, mais aussi les acteurs de la formation continue, donc les organismes de formation, les écoles professionnelles, ce genre de choses. Et au-delà de ça, on impacte aussi plus largement l'emploi, parce qu'on a l'habitude de travailler avec Pôle emploi, par exemple, sur différentes initiatives. Donc voilà dans le bâtiment dans lequel aujourd'hui on travaille, et où on a à disposition des salles de classe, et aussi un espace de coworking. On est en train de monter un Fab Lab pour justement permettre à nos partenaires ou à des startups du domaine des EdTech de venir démontrer leurs produits ou alors créer de nouveaux produits. Et on a aussi accès à 2 grands amphithéâtres qui appartiennent à la Maison des Sciences de l'Homme. Donc ce lieu, en fait, nous permet d'être vraiment un point central pour les acteurs de l'écosystème de l'éducation et de la formation pour venir se rencontrer et expérimenter. Et on est pour l'instant une petite équipe, donc il y a Orit et moi aujourd'hui, et malheureusement Benjamin, qui est notre directeur, devait nous accompagner, mais il est malade, donc on est autonome. Voilà. Et si aujourd'hui on voulait intervenir, c'est justement pour venir vous parler un petit peu d'Open Knowledge, parce que c'est vrai que dans le cadre de notre fonction actuellement, on rencontre beaucoup d'acteurs, et on se rend compte aujourd'hui que les entreprises ou les individus ont accès à énormément d'informations, qui est une information ouverte, gratuite, mais on a du mal à savoir si cette information est toujours pertinente, et si on est capable de vraiment transformer cette information en un vrai savoir qui pourra être ensuite utilisé dans le domaine professionnel. Je vais laisser un peu la parole à Orit. Alors, merci Lola. Je vais te remplacer sur le bateau. Alors, on va commencer cette présentation par juste une petite intro. Je pense que vous avez dû déjà avoir pas mal de conférences sur l'Open en général, puisque c'est la thématique de la DAWIC. Mais on a trouvé ces petites cartographies, Lola a trouvé cette cartographie sur le site de la Peer-to-Peer Foundation qui est assez intéressante,
qui est d'ailleurs elle-même partageable, modifiable si vous voulez la modifier, qui, bon voilà, elle n'est pas parfaite, mais en fait c'est une personne qui a essayé de mapper en fait l'écosystème voilà, de l'open et de l'open knowledge. Et donc on voit qu'effectivement il est un peu à la croisée de différents mouvements. Qu'on a un peu mis en avant ici, comme l'open access, l'open data, etc. Et on va dire le point commun entre tous ces éléments, c'est effectivement l'idée d'un accès ouvert, voilà, facilement réutilisable, a priori gratuit et qu'on peut distribuer. Donc là, on a repris effectivement la définition qui est reprise par la DAOIC également, qui vient de l'Open Knowledge Foundation, qui est donc une fondation, une association qui promet l'open knowledge, notamment l'open data. Donc c'est la diffusion numérique d'un savoir, qui peut être du contenu, de l'information, de la donnée, gratuit en libre accès et qu'on peut utiliser, réutiliser, redistribuer sans ou avec très peu de contraintes légales, financières et technologiques. Donc effectivement, c'est intéressant de voir que l'open knowledge, là, le concept un petit peu, nous on a pris de manière assez large, on va dire. Il y a eu pas mal de débats s'il faut mettre l'open data ou pas, etc. Pour nous, effectivement, c'est un concept assez large qui reprend aussi l'open data, ça reprend aussi, par exemple, le Wikipédia. Mais ce qui est intéressant, c'est que ça vient à la base, alors c'est quelque chose d'assez vieux, même avant Internet, l'idée d'un savoir comme ça qui serait facilement accessible, gratuit, mais qui a vraiment pris son envol effectivement dans les années 80 avec notamment Richard Stallman et tous les mouvements de l'open source et du logiciel libre, donc où en gros... Bon, je vais pas faire une conférence là-dessus parce que c'est pas le sujet, mais en gros, l'idée de pouvoir réutiliser, etc., du code et du logiciel pour ensuite le distribuer sans avoir à passer par des licences, etc., par du copyright, donc ce qu'on appelle le copyleft, c'est en fait le point d'inspiration pour ensuite l'open data, ce qu'on appelle l'open education en général, donc l'éducation ouverte. Donc en fait, l'inspiration à la base, c'est quand même vient du monde de l'informatique. Donc, ouais, ce que je voulais dire. Donc, pour l'open knowledge, en ce qui nous concerne, pour la montée en compétences, on s'est inspiré donc de cette première cartographie que vous avez vue. On a repris en fait une petite partie qui était vraiment sur l'éducation. Parce qu'on s'est dit qu'effectivement, bon, l'open knowledge c'est un spectre très 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 large, mais qu'est-ce qui finalement pour quelqu'un qui veut apprendre, qui veut se former et qui veut peut-être se reconvertir professionnellement, qu'est-ce qui est intéressant, qu'est-ce qui est utile. Il y a 3 composants dans l'open knowledge qui sont en fait fondamentales, qui viennent ensemble très souvent. C'est ce qu'on appelle donc l'open educational resources, donc les ressources éducatives libres ou plus ou moins libres, effectivement. L'open learning, donc ça c'est effectivement les MOOCs, enfin on va dire tous les cours en ligne, formats en ligne qu'on peut trouver. L'open learning environment, c'est plutôt, on va dire, la pédagogie ouverte, c'est-à-dire tout un tas d'outils qui mettent en fait l'apprenant au centre. Donc bien sûr très souvent des cours en ligne, par exemple on peut penser au peer-to-peer review, c'est-à-dire par exemple si vous avez fait des MOOC, très souvent vous avez dû corriger je sais pas l'exercice de quelqu'un d'autre que vous ne connaissez pas. C'est vraiment l'idée de mettre en général en fait l'apprenant, de le rendre actif en fait, d'un point de vue on va dire digital mais aussi physique. Donc on parlera plus après d'écoles qui font ça un petit peu, on va dire, en pratique. Et puis on a ce qu'on appelle les communautés apprenantes, l'open learning communities, qui peuvent prendre la forme de meet-up, qui peuvent prendre la forme, donc l'école des données, c'est l'Open Knowledge Foundation qui organise ce qu'ils appellent une école et des expéditions où on va apprendre à traiter les données pour l'open data. FreeCodeCamp, c'est assez intéressant comme communauté. Donc c'est une communauté où les gens vont en fait se mettre ensemble et apprendre. Donc au minima, c'est un meet-up. Par exemple, on fait un MOOC, je ne sais pas, sur la programmation. Et ben on va pouvoir, comme les MOOC sont
je veux dire basé un peu partout enfin c'est international, donc on va pouvoir trouver le meet-up en France où on va pouvoir s'entraîner. Et on a des communautés qui vont beaucoup plus loin. C'est FreeCodeCamp, donc j'ai repris cet exemple parce que bon, c'est toujours dans le monde de l'informatique. C'est en fait une plateforme communautaire, mais aussi un espèce de cours en code qui vous permet d'apprendre à coder en faisant des projets que pour pour des organisations à but non lucratif et des ONG. Donc vous n'êtes pas payé pour coder, mais vous travaillez sur des projets qui ont énormément de valeur. Et puis ça marche pas mal. Il y a toute une communauté qui s'entraide, etc. Voilà. Bon, je passe. J'ai mis d'autres exemples. Si jamais vous avez des questions, on pourra en reparler après. Donc on peut passer à la suite. Donc avec ce qu'Aurit vient de vous dire, on comprend un peu que le marché quand même de l'open knowledge va vraiment mêler plusieurs acteurs. Donc ça va être des acteurs plutôt du domaine académique, donc des écoles, des élèves, des professeurs, des chercheurs et des laboratoires, sur tout ce qui est développement de contenu. Ensuite, ça peut être des acteurs plutôt B2B, donc des entreprises, qui, elles, vont se servir justement de l'open knowledge pour venir renforcer, sensibiliser leurs collaborateurs et former leurs collaborateurs sur des problématiques spécifiques. Et après, effectivement, comme le disait Aurit, on va retrouver aussi des organismes à but non lucratif comme acteurs de l'open knowledge, soit en tant que producteurs de contenu, soit en tant qu'utilisateurs de contenu. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, l'entraide et la collaboration vont être la base du développement de nombreux projets à but non lucratif. Et après, ça reste un marché comme un autre, qui est en train de se développer en France et qui, dans d'autres pays, notamment aux États-Unis, mais aussi dans des gros pays en voie de développement comme l'Inde et la Chine, est déjà vraiment en marche. On va retrouver aussi beaucoup d'investisseurs parce que c'est un marché qui aujourd'hui rapporte énormément d'argent. Donc c'est vraiment un marché qui est riche. Donc on parle d'open, on parle de gratuité. Mais aujourd'hui, les entreprises et les acteurs de ce secteur-là vont quand même faire énormément de bénéfices. Donc, dans la salle, est-ce qu'il y a déjà quelqu'un qui a utilisé un MOOC, ou du moins des ressources gratuites Oui. Et qu'est-ce que vous en avez pensé ? Mhm. Donc aujourd'hui, au final, vous utilisez plutôt les MOOC pour apprendre et vous ouvrir d'autres perspectives, mais pas forcément à vocation professionnalisante. Implicitement, oui. Mhm. Mais c'est vrai que nous, on travaille... Mais nous, on travaille beaucoup avec beaucoup d'acteurs français, du MOOC, Open Classroom, 360 Learning, etc. Voilà. Et on se rend compte qu'aujourd'hui, encore, en France du moins, les participants à ce genre de dispositif font plutôt ça avec un objectif d'ouverture d'esprit, d'apprentissage, mais pas forcément avec un objectif de court terme professionnalisant. Donc, et dans les autres pays, et notamment aux États-Unis, il y a de véritables parcours professionnalisants de certification qui débouchent après un MOOC ou après des cours en ligne. Ouais. Et c'est effectivement ce qu'Open Classroom est en train de faire. Ils sont en train de mettre en place en fait plus d'une centaine de formations certifiantes reconnues par l'État
et de véritables parcours qui forment vraiment à un métier spécifique et à un métier sur lequel aujourd'hui il y a un besoin. Donc c'est vrai qu'on commence en France à utiliser l'open knowledge dans une optique de professionnalisation. Par rapport à ça, je pense aussi que ça c'est proprement franco-français dans le sens où aux États-Unis, au Canada, on a une démarche d'apprendre tout au long de la vie. En France, on est plus réticent et il y a plus de résistance, en tout cas cette démarche-là, on l'a moins. Ça ne veut pas dire qu'on n'est pas en train de changer, mais par exemple, quand j'ai vécu au Canada, j'étais très, très surprise que les gens se formaient tout le temps. Ici, c'est acquis. Stock, hop, c'est en train de changer. Tant mieux pour nous. C'est acquis et en plus de ça, on est très attaché à notre système scolaire qui souvent est un peu élitiste, mais il y a quand même de plus en plus d'initiatives qui vont un peu à contre-pied de cette notion-là, et notamment la Grande École du Numérique. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ce label, qui est un label qui a été lancé par l'État il y a à peu près un an et qui vise en fait à labelliser des parcours de formation et des formations qui sont accessibles aux jeunes sans prérequis de diplôme et qui sont gratuites ou du moins accessibles financièrement. Et Aurélie, je ne sais pas si tu veux en parler, parce que c'est vrai que... Comme tu veux. Et juste, je me permets une petite incursion. Vous parliez à l'instant d'Open Classrooms. Ils sont là demain pour parler d'Open Knowledge. Voilà, si ça vous intéresse. Ah bah, parfait. Ils sont adhérents et partenaires d'EdFab. On connaît bien. Et Open Classroom, je ne sais plus si tu as mentionné le fait que les demandeurs d'emploi ont maintenant accès à... Oui, on en a parlé. Ouais. Donc, les demandeurs d'emploi ont maintenant accès effectivement au cours d'Open Classroom, qui a vraiment une évolution assez intéressante, gratuitement. Si jamais vous êtes intéressés. On va parler juste rapidement de la Grande École du Numérique, qui est effectivement, comme a dit Lola, une initiative assez récente, qui en fait a commencé en 2015. On en parle parce qu'on a également organisé un événement autour de ça en fin septembre. Je ne sais pas si certains d'entre vous étaient au courant, au sein d'EdFab. Donc en fait, la Grande École numérique, c'est pas une école en fait, contrairement à ce que le nom dit, c'est un réseau d'écoles qui existait d'ailleurs avant la labellisation, leur labellisation Grande École du numérique. C'est un réseau d'écoles qui donc ont été labellisées depuis 2015 et qui ont comme point commun en fait l'idée de former à des métiers du numérique. Et en fait, le label a été lancé en fait suite à un rapport qui a été coécrit notamment par Stéphane Distinguin, Gilles Troussel et j'ai oublié le nom de la troisième personne. Ça va me revenir. Et donc dans ce rapport, en fait, ils sont allés visiter des écoles qui existaient, des écoles comme 42, comme Saint-Plon.co, etc., qui avaient comme point commun de former au métier du numérique des personnes soit qui étaient sous-représentées dans le monde du numérique, c'est-à-dire qu'ils avaient une politique de recrutement par exemple sur les jeunes décrocheurs pour Saint-Plon, soit ils ouvraient complètement la sélection. Donc 42 par exemple n'a aucune sélection sur diplôme, donc il faut juste que vous ayez été de 18 à 30 ans. Si vous êtes dans cette fourchette d'âge, vous pouvez en gros candidater pour 42. Et donc ils se sont rendus compte qu'il y avait peut-être une possibilité de faire quelque chose avec ce réseau d'écoles qui se construisait, et ils ont décidé de créer un label et qui existe depuis 2015, qui a été lancé officiellement en 2016, 3 octobre, qui a maintenant d'ailleurs des partenaires privés comme Google, et l'idée c'est en fait labelliser ces formations qui doivent répondre en fait à deux ambitions que j'ai mises là. Donc répondre aux besoins croissants du marché de l'emploi en compétences numériques. Il y a parité de plus de 50 000 offres d'emploi qui ne sont pas pourvues selon la DARES, surtout en développement, mais enfin en général dans ce secteur, et favoriser l'insertion socio-professionnelle des publics
éloignés de l'emploi et de la formation. Cette définition-là est assez large. Ça va des gens effectivement qui décrochent, ça va aussi d'une sous-représentation, c'est-à-dire qu'on va se rendre compte qu'il y a moins de femmes dans ces métiers-là, et donc on va essayer d'avoir des politiques de recrutement qui vont essayer d'avoir plus de femmes dans ces domaines. Donc là, c'est quelques chiffres. Il y a 225 formations labellisées, 10 000 élèves formés d'ici 2017, formés sur 8 familles de métiers. Et l'idée, c'est pas de concurrencer en fait les écoles d'ingénieurs, qui sont des cursus de 5 ans, etc. L'idée, c'est de permettre à des gens qui veulent se reconvertir ou des gens qui veulent acquérir des compétences en plus de faire une formation courte et qui répond à un besoin urgent du marché de l'emploi. Alors, moi, j'ai pu... je vais parler un peu de mon cas parce que moi, avant de rejoindre EdFab, j'ai été étudiante et j'ai travaillé pour Simplon, donc une de ces écoles, qui a été créée en 2013. Donc là, c'est quelques chiffres. Maintenant, c'est un réseau d'écoles sur toute la France. 80%, ce qui est intéressant, c'est que ce chiffre est un peu le même pour toutes ces écoles. Donc, quand on dit sortie positive, c'est soit des gens qui ont repris des études. Il y a des gens, par exemple, qui sont passés par Simplon et qui se sont rendus compte. J'ai un exemple d'une personne que je connais qui était en lycée professionnel, qui n'a pas... je ne sais pas d'ailleurs s'il a son bac. Bref, il a fait Simplon et il est rentré directement en licence d'informatique. Donc, il est en train de continuer son cursus. Et puis, il y a des gens qui travaillent. Donc Simplon, effectivement, la manière dont cette école fonctionne, c'est de proposer une formation de 6 mois. Ils ont maintenant également des formations courtes au métier de développeur web. Alors, ils ont commencé par des technologies comme Ruby, Unrails. Maintenant, ils font aussi du PHP, du JavaScript. Ça dépend ils s'adaptent en fait aux demandes qu'ils reçoivent. Et en plus de ces 6 mois, l'élève va être en contrat de professionnalisation dans l'entreprise, donc en partie dans l'entreprise et en partie dans la formation. Donc à l'issue de cette formation, la personne est, on va dire, considérée comme un développeur junior. Elle peut ensuite monter en compétences, reprendre ses études. Comme j'ai dit, c'est pas non plus une école d'ingénieur. Et ce qui est intéressant dans les modalités de recrutement, c'est que ce qui compte avant tout, c'est la motivation. Donc, quand vous allez, imaginons que vous vouliez vous inscrire à Simplon ou d'ailleurs à d'autres écoles, ce qui va être le plus, ce qui va compter le plus, c'est votre motivation. Donc vous allez remplir un formulaire, vous allez expliquer pourquoi vous voulez faire cette formation. Ensuite, on va très souvent, toutes ces écoles vous font passer des espèces de tests sur des sites. Ce qui est vachement bien, c'est que maintenant, il y a plein de sites comme Code Academy. Donc ça, je parle du développement informatique, mais Code Academy ou Code School, on va faire passer un certain nombre de badges. Et puis, suite à ça, Simplon va vous inviter à une espèce de session un petit peu comme de team building. On va vous mettre dans des équipes pour voir un peu si... l'idée de Simplon, c'est d'avoir des petites promotions d'une 30aine de personnes à chaque fois, donc il faut que les gens se connaissent. Et puis ensuite, on va faire ce qui s'appelle la prairie, qui est l'équivalent en fait de la piscine de 42 pour ceux qui connaissent. Je ne sais pas s'il y en a qui en ont entendu parler. Qui seront là aussi cette semaine. Voilà. Il y a du monde demain. Donc la piscine, c'est un mois, ils en parleront demain mieux que moi, mais c'est un mois de préparation. En fait, on va vraiment tester la personne pour voir si elle est capable de suivre cette formation. Et chez Simplon, c'est un peu la même chose, mais en moins dur. Voilà, on n'est pas là à rester jusqu'à 23h pour coder. Donc c'est vraiment un processus assez long finalement, mais qui permet à la fin de voir les personnes qui sont motivées. Et juste pour vous donner quelques chiffres, sur la première promotion, il y avait une 30aine de personnes et 6 filles. Voilà. Et ils sont en train de monter le chiffre des filles graduellement. Je pense qu'on est passé, donc là c'était 20%, là on est à entre 30 et 40%. Donc ils essayent comme ça de pousser. Ils ont fait une initiative qui s'appelait Aqueuse, à destination des femmes. Donc ils sont assez actifs là-dedans. Et je vais passer la parole maintenant à Lola qui va parler également de ces... Alors, oui, avec l'exemple d'Orit, on remarque bien qu'aujourd'hui, l'open knowledge en France est en train de se structurer pour vraiment parvenir à se professionnaliser. Et l'open knowledge n'est pas seulement utilisé individuellement par vous et moi, mais c'est aussi utilisé par les entreprises. Et avant de travailler chez EdFab, moi j'ai travaillé pendant 5 ans chez Orange, où j'ai participé à la mise en place
du programme de sensibilisation et d'acculturation des collaborateurs au numérique. Et l'open knowledge a tenu une place vraiment principale dans ce dispositif de formation qui a permis de former et de donner un vernis culturel cohérent et global à environ 80 000 collaborateurs. Donc l'idée derrière ce dispositif, c'était de pouvoir venir former, sensibiliser et acculturer l'ensemble des collaborateurs aux pratiques du numérique, au mode de fonctionnement et à l'organisation du travail. Et pour cela, en fait, la direction d'Orange a utilisé l'open knowledge, a fait appel à différents acteurs, différentes pratiques qui aujourd'hui sont des références dans ce secteur-là, et a pu mettre à profit, du coup, toutes ces données dans un objectif un peu plus large et un peu plus long terme. Donc l'open knowledge va pouvoir être utilisé par n'importe qui, par vous, par moi, par les entreprises, par les pouvoirs publics. Et l'enjeu derrière ça, c'est de pouvoir permettre à ce secteur de se formaliser dans un cadre qu'on va définir ensemble, donc, que les pouvoirs publics sont en train de définir avec des labels comme la Grande École du numérique, et qu'aujourd'hui, les entreprises sont en train aussi de définir. Il y a de plus en plus de start-up, d'entreprises qui se montent pour nous aider en tant que consommateurs de savoir à cibler quelle est la source de données qu'on va devoir aller chercher avec un objectif précis. Donc il y a DigiSchool par exemple qui propose un annuaire, des MOOC et des formations en ligne. Et il va y avoir plein d'acteurs qui vont nous permettre de mieux nous y retrouver aujourd'hui dans ce secteur de l'open knowledge qui est quand même très vaste et on a parfois tendance à s'y perdre. Je crois qu'on arrive un peu au bout. Ah, c'est super. Merci beaucoup pour avoir dressé ce panorama de l'open knowledge. J'espère que nos participantes et nos participants ont pu avoir un aperçu, si ce n'est une acculturation à ce qui se fait. Je vous propose un échange. On pose, si vous avez des questions, voilà, on consacre 5 minutes à l'échange entre nos intervenantes et la salle, et puis on passera ensuite à l'intervenant suivant qui est dans la salle. Voilà. Jean-Pierre. Effectivement, donc, on constate une progression substantielle du savoir numérique, mais qu'on soit en entreprise ou en administration, chacun sait que la maîtrise des outils numériques est un élément de la sélection pour les postes importants. Or, dans les cursus académiques, on en est toujours à ne pas juger les candidats sur les compétences numériques, mais sur la capacité à rédiger une note sur papier à partir d'une documentation en papier. Comment vaincre ces résistances qui permettraient justement d'imposer un saut qualitatif en matière de maîtrise? C'est un premier point. Seconde question, les pays de l'Europe du Nord sont très en avance dans la maîtrise de l'Internet. Les Finlandais ont toujours développé une conception autonome de l'éducation. Les élèves gèrent à peu près eux-mêmes leur programme. Et ils ont décidé de supprimer les matières scolaires. Ce que permet justement l'utilisation de l'Internet, puisque vous avez de l'information dans toutes les langues, sur tous les sujets, sur toutes les périodes de l'histoire humaine. Est-ce que c'est une approche qui, à votre avis, pourrait être réalisable en France, ou est-ce qu'il y aurait trop d'obstacles, compte tenu des acteurs que vous connaissez? Alors, on va essayer d'y répondre. Mais, soyez brève. Mais je pense que globalement, le secteur et cette transformation que vous évoquez est en marche. Après, ça prend du temps. Effectivement, quand on touche à un secteur tel que l'éducation ou la formation, on touche aussi au pouvoir public et les décisions sont quand même complexes à mettre en œuvre. Et aujourd'hui, on parlait d'Open Classroom tout à l'heure. Donc Open Classroom, à l'origine, c'est le site du zéro qui a été monté par deux gamins de 11 et 13 ans parce qu'ils ne se retrouvaient pas dans les méthodologies d'apprentissage que proposait le système scolaire et qui, dans leur chambre, ont monté un site internet pour apprendre à coder et apprendre à leurs potes comment on développe en HTML, comment on développe en C, en Java, etc. Donc aujourd'hui, les transformations, elles se font plutôt en mode bottom-up
que top-down. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a aussi un problème peut-être un peu générationnel. Il se trouve que les personnes qui aujourd'hui sont dans les comex de nos entreprises ou dans le domaine administratif sont des personnes qui sont pas forcément de la génération Y, voire de la génération Z, et qui ont aussi d'autres pratiques et d'autres modes de fonctionnement que les nôtres. Quand je dis les nôtres, c'est peut-être les jeunes cadres. Et du coup, effectivement, les transformations vont venir plutôt des opérationnels, que ce soit des apprenants ou des jeunes, et pas forcément d'en haut par le COMEX des entreprises. Bien qu'aujourd'hui, je pense que dans le secteur des entreprises, et notamment dans les grandes entreprises, les COMEX ont vraiment pris conscience de la nécessité de former et de sensibiliser les collaborateurs aux enjeux du numérique et de mettre en place en entreprise des usages qui sont similaires aux pratiques que peut avoir monsieur tout le monde dans le privé, sur son mobile, sur Internet, sur les réseaux sociaux. Ceci dit, pour défendre un peu les pouvoirs publics, il y a quand même quelques initiatives. Tout le monde, qui ont été mises en place vraiment récemment, notamment, il me semble, une plateforme qui s'appelle Pix, qui permet d'évaluer ses compétences numériques en ligne. Bon, elle vient d'être lancée, donc il faut voir ce qu'elle vaut, parce qu'ils avaient déjà tout un tas de dispositifs, il me semble, intérieurs. Voilà, il me semble qu'il y avait aussi un projet qui crée pas mal de remous aussi, de effectivement revoir la façon, toute la réforme du collège, est-ce qu'on gardait matière ou pas, et donc il y avait effectivement l'influence du modèle finlandais. En tout cas, il y a de plus en plus un intérêt. Il y a le code qui est rentré, par exemple, dans le programme de l'éducation nationale. Donc, il y a quand même un début de changement. Après, à voir comment ça va se... Merci pour ces réponses. Est-ce qu'on a d'autres questions dans le public? Alors, on n'a pas répondu à votre première question, Jean-Pierre. Et si je peux me permettre, je dirais plutôt qu'il s'agit de facteurs culturels plutôt que générationnels, car je crois que Jean-Pierre appartient à la génération dont vous faites peut-être, à laquelle vous faisiez référence, et il me semble qu'il est beaucoup plus numérique que certains ou certaines d'entre nous. Culturel, voire culturel. Est-ce qu'on a d'autres questions, du coup? Ah, mettez. Oui. Oui, une simple curiosité. Est-ce que EdFab est le prolongement de la recherche qui avait été menée, encadrée par le Cap Digital et le CNAM, d'un groupe de jeunes étudiants que j'avais suivi En fait, le projet initialement s'appelait EducaLab et visait à promouvoir l'innovation dans le secteur de l'éducation et de la formation, mais plutôt initiale. Et en fait, Benjamin Gans est arrivé à la tête du projet en avril dernier et a décidé de faire un peu pivoter cette expérience-là, un peu comme une start-up le fait. Et aujourd'hui, on va prendre en compte dans nos actions le secteur de l'éducation, mais aussi celui de la formation et de la transformation des métiers. Et on intervient notamment auprès d'entreprises et d'organismes de formation qui souhaitent justement sensibiliser leurs collaborateurs aux pratiques du digital ou alors pouvoir découvrir de nouvelles pratiques, nouveaux modes de management, nouvelles organisations du travail ou nouveaux modes de management. Voilà.